Salut à tous les petits foufous de l'histoire. Si vous avez trouvé pénible votre confinement de 2 mois, je pense que vous allez relativiser lorsque vous allez découvrir cette histoire de 54 soldats espagnols assiégés dans une église dans laquelle ils sont restés confinés 337 jours. Et si vous connaissez Ori Onoda, ce soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale, qui a continué de combattre dans son île jusque dans les années 70 parce qu'il n'arrivait pas à croire en la défaite de son pays, vous découvrirez là l'histoire de cette garnison espagnole qui a résisté dans cette église bien au-delà de la fin de la guerre, et ce, en dépit de toutes les tentatives pour leur démontrer que celle-ci était bien terminée. Le siège de Balair, un épisode de la guerre hispano-américaine, qui a lieu entre 1898 et 1899, il constitue le 3e volet de notre série dédiée à l'histoire des Philippines. Pour vous raconter cet épisode, je m'appuie sur cet excellent ouvrage paru en 2016, Los Últimos de Filipinas, le meilleur en ce qui concerne cet événement, parce que non seulement il reprend l'intégralité des travaux précédents, mais aussi parce qu'il propose à la fois des sources nouvelles et des archives inédites. Vous verrez également au cours de cet épisode de nombreux extraits d'un film qui est sorti la même année et qui s'intitule de la même façon et qui est un pur bijou en termes de reconstitution historique. Bon allez, trêve de blabla et place à l'histoire. Pour contrôler sa vaste colonie formée d'une centaine d'îles, l'Espagne a installé un peu partout des petites garnisons dont celle de Balair. Bien qu'étant située dans l'île principale de Luzon, cette capitale de district est coincée entre la chaîne de la Sierra Madre et l'océan Pacifique. Complètement isolée, les seuls moyens d'y accéder sont soit les sentiers à travers les montagnes couvertes par la jungle, ou plus facile par bateau. C'est justement ce moyen qu'utilisent nos 54 soldats espagnols acheminés et débarqués par le vapeur Compañía de Filipinas, dans la crique où, pour la petite histoire, sera tournée en 1978 la fameuse scène du film Apocalypse Now, celle de l'attaque des hélicoptères sous l'air de la chevauchée des Valkyries. La petite troupe, qui doit se frayer un chemin jusqu'à Balair, constitue un détachement du 2e bataillon expéditionnaire d'infanterie légère, en espagnol, Los Cazadores. Il est commandé par le lieutenant Juan Alonso Zayas, qui n'apparaît pas dans le film et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Il est secondé par le lieutenant Saturnino Martín Cerezo, accompagné par le nouveau commandant du district, le capitaine Enrique de las Morenas Sifosi, ainsi que le lieutenant médecin Virgil de Quiñones. Lorsqu'ils arrivent à Balair ce 15 février 1898, ils découvrent, sans le savoir, le lieu qui va marquer à tout jamais leur vie. Un village d'1 millier d'habitants, disposé selon des rues rectilignes, constituées de maisons en bois, dont certaines, comme la Comandancia, sont plus grandes. Le seul bâtiment en pierre, celui trônant au milieu de la commune, est l'église de San Luis de Tolosa. Elle est en sale état car Balair, comme tout le reste des Philippines, a connu la guerre indépendantiste du Katipunan entre 1896 et 1897. Des combats qui se sont achevés à peine 2 mois auparavant. En fait, le détachement est justement là pour relever la précédente garnison, en partie décimée. La population reste donc divisée entre les fidèles à l'Espagne et les partisans de l'indépendance représentés dans le village par Teodorico Novizio, qui pour l'instant fait semblant de jouer la carte de la coopération, mais qui en réalité continue d'organiser la révolte. On ne peut pas dire par conséquent que l'arrivée du détachement espagnol se fasse sous les meilleurs auspices. Si bien que pendant 2 mois, la vie à Balair est marquée par un faux calme. Les soldats espagnols réparent l'église et, depuis la Comandancia, de las Morenas restaure l'administration avec le retour des timbres et cartes d'identité. Et grâce à la bonne conduite des soldats espagnols, à l'achat de viande locale afin de diminuer la consommation des rations amenées, ce qui restaure l'économie locale, les Espagnols parviennent à se concilier les habitants. Mais le climat change brusquement à partir de la fin d'avril. Début mai, les hommes de la garnison apprennent dans le courrier qu'ils reçoivent encore tout ce que nous avons vu dans le premier épisode, c'est-à-dire que les États-Unis sont entrés en guerre contre leur pays et que leur flotte a été anéantie à Cavite le 1er mai. Le dernier document qu'ils reçoivent à la mi-mai, c'est la Gaceta de Manilla datant du 23 avril et dans lequel le gouverneur des Philippines, Augustin, publie différentes dispositions de guerre et dont la dernière phrase est la suivante : « Combattons avec la conviction que la victoire couronnera nos efforts, et nous répondrons aux animations de nos ennemis avec la décision d'un chrétien et d'un patriote au cri de « Viva España !»
À partir de là, c'est silence radio de Manille, coupé du monde, les Espagnols de Balear vont désormais vivre en vase clos. Si durant mai, les combats vont se concentrer dans Manille et Sabé, ils ne tardent pas à se diffuser à l'intérieur des terres. En effet, les Américains, pour favoriser leur victoire, débarquent sur l'île le chef du Katipunan Aguinaldo, jusque-là exilé à Hong Kong, et qui organise immédiatement l'insurrection des Philippins. Comme une grande partie de l'armée espagnole est dispersée dans des garnisons isolées, les insurgés les encerclent aisément et obtiennent progressivement leur reddition, capturant plusieurs milliers d'Espagnols. Mais comme Balear est particulièrement isolé, ce n'est qu'à la fin juin que la révolte touche la région. Ça commence par le départ discret et progressif de la population. Le 26 juin, au crépuscule, Teodorico Novizio ordonne aux habitants restants de quitter furtivement le village, sans affaires, alors qu'il avait ordonné aux villageois d'organiser le jour même une fête afin de dissimuler cette évacuation aux Espagnols. En réalité, De Las Morenas se doute de quelque chose, allant même jusqu'à envoyer à Manille une demande de renfort, qui évidemment ne parviendra jamais à destination, les insurgés ayant déjà coupé les voies de communication. Pourtant, le 27 au matin, c'est avec surprise que le frère franciscain Carreño, en se rendant à l'église, découvre qu'il n'y a plus personne dans le village. De Las Morenas comprend l'imminence d'une attaque du Katipunan, il décide donc de transférer tout le détachement et ses provisions vers le seul bâtiment en pierre capable de soutenir une défense, l'église. Les 28 et 29 juin, les Caçadores lancent des reconnaissances dans le village et ses alentours, mais sans rencontrer le moindre adversaire. Malgré tout, la tension est palpable dans ce calme avant l'orage. Une tension qui va redoubler d'intensité lorsque déserte le premier soldat espagnol, Félix García Torres, qualifié de rat quittant le navire par Martín Cerezo, un soldat qui en fait est coutumier du fait, il a déjà fait plusieurs fois de la prison pour désertion. L'orage éclate finalement le 30 juin, lorsque cette fois-ci, la reconnaissance menée par le lieutenant Martín Cerezo tombe dans une embuscade au bout de la rue España, où les Philippins situés en face du pont sur la Puente de España tentent d'envelopper la colonne. Les Caçadores parviennent à se dégager et se replient à la hâte dans l'église, dont ils ferment prestement la porte principale, qui ne sera pas réouverte avant des mois. Dès lors, le siège commence officiellement. L'église est alors transformée par les Espagnols en véritable bastion, capable d'endurer un siège de plusieurs mois. Chacune des fenêtres est protégée par des sacs de terre, des rainures pour les fusils sont taillées dans les murs, et une tranchée est creusée afin de protéger la porte d'entrée. Question armement, les hommes possèdent chacun un fusil Mauser et une abondante réserve de munitions de 24 000 cartouches. Pour ce qui est de la nourriture, le premier inventaire ne date que d'octobre 1898, mais il nous permet d'avoir un aperçu de ce que les soldats espagnols vont consommer les prochains mois. L'approvisionnement en eau est assuré par la construction d'un puits de 4 mètres de profondeur, achevé le 2 juillet. Pour ce qui est de l'infirmerie, il y a la trousse personnelle de Viril, quelques médicaments et la petite dotation de la commandancia. Espace religieux, centre militaire, réserve alimentaire, l'église devient également un lieu de vie exigu de 300 mètres carrés, constitué du bâtiment principal et de 2 patios dans lesquels vont s'entasser 53 militaires et 3 religieux. De leur côté, les Philippins sont quelques centaines. Faut pas imaginer des paysans révoltés, ce sont bien des vétérans de la guerre de 1896-97, dont de nombreux auxiliaires de l'armée espagnole ayant déserté. Ils sont dirigés par le capitaine Teodorico Novizio, qui, à ce moment, n'imagine pas vraiment un siège, puisque le 1er juillet, il transmet une lettre aux Espagnols dans laquelle ils sont sommés de se rendre, garantissant leur vie et leur statut de prisonniers selon la loi internationale, sans quoi les Philippins lanceraient un assaut. Comme les Espagnols ne répondent pas, une seconde lettre est donnée, avec la même menace, mais en plus avec des infos sur le siège de Manille afin de persuader les Espagnols. Cette fois, De Las Morenas répond que non seulement il ne se rendrait jamais, mais il va même jusqu'à proposer aux Philippins de se rendre eux. Dès lors, le chef des Philippins comprend que le siège va être non seulement nécessaire, mais qu'il allait durer.
Ces hommes creusent alors de nuit une tranchée qui encercle l'église. D'une profondeur de 2 mètres, elle profite dans certains segments du couvert des maisons et elle est parfois située très proche, à peine 25 mètres de l'église. Ce qui fait dire aux 2 auteurs de Los Ultimos de Filipinas qu'à partir de ce moment, le siège de Balair devient tout un symbole, car c'est dans une église, avec des hommes provenant de toutes les régions d'une Espagne très chrétienne, que va se jouer l'acte final de ce vestige de l'Empire espagnol. Ce 3 juillet, les Philippins font une démonstration de force en tirant massivement sur l'église. Mais comme ils ne sortent pas de leur tranchée, Martín Cerezo demande à ses hommes de ne répliquer que s'ils sont sûrs de leur cible afin d'économiser les munitions. Ce premier affrontement, qui se limite donc à un simple échange de coups de feu, préfigure ce à quoi va ressembler le siège dans les prochains mois. Des fusillades quotidiennes de harcèlement. Alors pourquoi est-ce que les Philippins ne lancent-ils tout simplement pas un assaut sur l'église ? Parce que, certes, ils sont très supérieurs en nombre, surtout lorsque le 17 juillet, des renforts arrivent avec Calixto Villacorta, un révolutionnaire prestigieux qui prend le commandement et qui porte à 800 le nombre des assiégeants. Le problème, c'est qu'aussi nombreux soient-ils, ils ne disposent que d'un faible armement. À peine 35 fusils au début, 137 à la fin juillet. Des vieux fusils pour la plupart, alors qu'en face, les Espagnols disposent du précis Mauser. Lancer un assaut sur un lieu barricadé de toutes parts serait donc du pur suicide. Néanmoins, face à l'absence de résultats de leur siège, les révolutionnaires du Katipunan vont innover dans leur tactique. Ils font intervenir des déserteurs espagnols qui, depuis les tranchées, invitent leurs camarades à se rendre. Le 18 juillet, Villacorta, qui voulait en finir rapidement avec le détachement, déclenche un tir concentrique des 4 côtés à la fois et de nuit, ce qui a pour effet d'abîmer davantage les murs et le toit de l'église, mais surtout provoque le premier tué parmi les caçadores. Julián Galbete Irtomendi prend une balle en pleine poitrine. Il décédera le 31 du mois, ce qui amène les Espagnols à se poser la question de où enterrer le corps. C'est la sacristie qui est choisie. L'église, qui possède déjà de multiples fonctions, devient également un cimetière. Le 7 août, les assiégeants vont être encore plus originaux. Pedro Planas, qui était en poste dans le mur nord, entend en pleine nuit un bruit sur le toit. En regardant à travers l'obscurité, il distingue une échelle suspendue sur celui-ci. Il donne alors l'alarme, ce qui a pour effet de faire venir les autres Espagnols qui commencent à tirer depuis les différents postes. Les Philippins s'enfuient, abandonnant l'escalier, les chiffons et l'huile avec lesquels ils voulaient tout simplement incendier l'église. Cette période, qui va jusqu'à septembre, est également ponctuée par de nombreuses tentatives des assiégeants pour parlementer afin d'obtenir la reddition du détachement espagnol. Ça a d'ailleurs été la première action de Villacorta lorsqu'il arrive le 18 juillet. Et même s'il donne 24 heures aux caçadores pour se rendre, en rappelant sa supériorité et menace de déclencher l'enfer, De las Morenas répond que la mort est préférable au déshonneur. Et la menace du bombardement du 31 juillet n'a pas davantage d'effet. Pourtant, le contexte à l'extérieur de Balair a fortement changé. Entre mai et août 1898, s'est passé tout ce que nous avons vu dans le second épisode, à savoir le siège de Manille, la prise de la ville par les Américains le 13 août, la capitulation de l'Espagne et le début des pourparlers de paix. Mais tout ceci, les Espagnols de Balair l'ignorent. Un dernier événement va marquer la vie de la garnison durant le mois d'août. Le 3, Jaime Cladente Nadal doit effectuer une peine de plusieurs heures de sentinelle pour s'être battu lors d'une partie de jeu de cartes. Sauf qu'au moment où il effectue sa punition à la droite de l'hôtel, il profite du moment pour déserter en passant à travers la fenêtre et se rendre dans les tranchées ennemies. L'ironie de l'histoire est qu'il se met à combattre ses anciens camarades, mais le soir même, alors qu'il sort de la tranchée pour déplacer un canon venant de tirer, il est tué en se prenant un coup en pleine poitrine. Alors jusque-là, on peut dire que les Espagnols s'en tirent pas trop mal. Ils tiennent bien le siège, et les pertes de ces 2 derniers mois sont plutôt faibles. Mais la période qui va suivre, et qui va de la fin septembre à la mi-décembre, va être bien plus difficile. Elle est même la plus dure du siège, et c'est elle qui va donner naissance au mythe du siège de Balair. Alors si vous voulez découvrir cette maladie qui va ravager les Espagnols, les nouvelles tactiques mises en place par les Philippins pour s'emparer de cette église et le dénouement de ce siège, je vous invite à voir tout de suite le second épisode en n'oubliant pas, si vous avez aimé la vidéo, de la liker, de la partager et de la commenter. Allez, à tout de suite.